Dans les ruelles étroites de la Paternelle, le silence de l'aube masque une transformation radicale. Félix Bingui, dit le chat, observe depuis sa fenêtre les derniers vestiges de son empire marseillais s'effriter comme des châteaux de sable face à la marée montante de ses rivaux. Cette guerre souterraine, qui a ensanglanté les quartiers nord de Marseille pendant 3 années consécutives, révèle l'anatomie d'un conflit criminel sans précédent dans l'histoire moderne de la cité phocéenne. 49 morts en 2023, une baisse spectaculaire à 24 victimes en 2024, puis une recomposition violente en 2025. Mais comment une ville européenne moderne a-t-elle pu basculer dans une telle spirale de violence qui dépasse largement les frontières de la 2e ville de France ? Février 2022 marque le début d'une escalade que personne n'anticipe véritablement. Félix Bingui n'est alors qu'un nom parmi d'autres dans l'écosystème complexe du trafic marseillais, dirigeant une organisation baptisée Frappe à Yoda, un nom qui deviendra synonyme de terreur dans les cités du Nord. Son parcours personnel retrace parfaitement l'évolution du crime organisé français contemporain. Parti de la petite délinquance de quartier, il structure progressivement un réseau hiérarchisé calqué sur les modèles entrepreneuriaux les plus sophistiqués du monde légal. Le jeune homme de 25 ans, issu d'une famille de classe moyenne de Marseille, bascule dans la criminalité après un échec scolaire cuisant et plusieurs mois de chômage, dans un contexte économique difficile. Sa transformation progressive d'un délinquant occasionnel en chef d'organisation criminelle majeure illustre les mécanismes de radicalisation qui touchent de nombreux jeunes des quartiers populaires marseillais. La pyramide Yoda s'articule autour de chefs de plateau, véritables managers de terrain, supervisant des équipes spécialisées dans la logistique, la sécurité et l'exécution des opérations les plus sensibles. Cette organisation quasi-militaire transforme les cités en forteresses modernes, où chaque recoin, chaque escalier, chaque parking devient un maillon stratégique d'une chaîne économique générant plusieurs millions d'euros annuels. Bingui y perfectionne un modèle de contrôle territorial absolu qui s'inspire des techniques de guérilla urbaine et des méthodes de management modernes. Les accès sont réglementés par des guetteurs positionnés au point stratégique selon un système de rotation sophistiqué avec des équipes de jour et de nuit qui se relaient toutes les 8 heures. Chaque guetteur dispose d'un téléphone crypté et utilise un langage codé pour communiquer les informations sur les mouvements suspects. Les équipes de vente fonctionnent selon des horaires préétablis avec des objectifs de chiffre d'affaires quotidien et des quotas de performance individuels. Ce n'est plus du simple deal de rue improvisé, mais une véritable industrie parallèle employant des dizaines de personnes. Depuis les adolescents chargés de la surveillance jusqu'aux touristes, ces tueurs à gages venus d'autres régions pour exécuter les contrats les plus sensibles sans laisser de traces locales. L'innovation majeure réside également dans l'utilisation massive des réseaux sociaux, particulièrement Snapchat et Telegram, pour coordonner les opérations, intimider les rivaux et même diffuser des vidéos d'exécution à des fins de marketing psychologique. Cette digitalisation de la criminalité permet une coordination en temps réel des différentes équipes, avec des systèmes de géolocalisation pour optimiser les livraisons et des applications de comptabilité parallèles pour suivre les flux financiers. Les membres de l'organisation utilisent des pseudonymes inspirés de la culture populaire et développent tout un vocabulaire codé, compréhensible uniquement des initiés. Cette culture digitale criminelle attire particulièrement les adolescents, génération native des réseaux sociaux, qui trouvent dans cet univers technologique une forme de modernité séduisante. Parallèlement, la DZ Mafia émerge comme le principal challenger de l'hégémonie Yoda sur les territoires les plus lucratifs des quartiers nord. Cette organisation rivale adopte des méthodes encore plus radicales que ses concurrents, recrutant massivement parmi les mineurs des quartiers populaires et instaurant un climat de terreur par des assassinats spectaculaires. Les nouveaux membres sont pris en charge par des anciens qui leur enseignent les codes et les techniques opérationnelles. Leur territoire de prédilection s'étend des Rosiers à Saint-Lazare, créant une géographie criminelle qui fragmente Marseille en zones d'influence distinctes, chacune défendue avec une violence croissante et des méthodes d'intimidation de plus en plus élaborées. La DZ Mafia perfectionne l'art de la guerre psychologique en multipliant les démonstrations de force publique destinées à dissuader toute velléité de résistance. Leurs membres arborent des signes distinctifs, développent une esthétique vestimentaire reconnaissable et cultivent une présence ostentatoire dans l'espace public.
Cette stratégie de visibilité contraste avec l'approche plus discrète du clan Yoda, créant deux modèles criminels concurrents qui vont s'affronter avec une violence inouïe. L'organisation investit également dans l'armement lourd, acquérant des fusils d'assaut de type Kalachnikov et des équipements de protection balistique qui transforment leurs membres en véritables soldats urbains. L'escalade de 2023 transforme cette rivalité commerciale en guerre ouverte d'une brutalité exceptionnelle. Les barbecues, ces corps calcinés retrouvés dans des véhicules incendiés, deviennent la signature macabre d'un conflit qui ne connaît plus aucune limite, ni aucun code d'honneur traditionnel. Cette technique d'exécution particulièrement cruelle vise à terroriser les populations et à envoyer un message sans équivoque aux organisations rivales. L'utilisation systématique de fusils d'assaut de type Kalachnikov remplace définitivement les règlements de compte traditionnels au pistolet, témoignant d'une militarisation inquiétante des gangs marseillais qui disposent désormais d'un arsenal digne d'une petite armée. Les armes proviennent principalement des Balkans, acheminées via des filières spécialisées qui font transiter les équipements militaires à travers toute l'Europe orientale. Les méthodes d'exécution se sophistiquent de manière dramatique. Pendant cette période d'intensification du conflit, les organisations développent l'utilisation de véhicules volés, comme béliers, pour forcer les barrages et atteindre leurs cibles. Cette guerre marseillaise s'inscrit dans un contexte national préoccupant, révélé par l'Office anti-stupéfiants en 2025. 173 villes françaises ont été touchées par des homicides liés au trafic de drogue en 2024. Mais le phénomène marseillais est-il vraiment isolé ? Cette statistique alarmante indique une dispersion géographique inédite de la violence criminelle, qui ne se limite plus aux grandes métropoles traditionnellement concernées. La contagion criminelle s'étend désormais aux villes moyennes et même aux zones périurbaines, créant un maillage territorial de la violence qui concerne l'ensemble du territoire national. Lyon, Toulouse, Grenoble, Nantes connaissent des épisodes de violence similaires, quoique moins intenses, suggérant une diffusion des modèles opérationnels marseillais vers d'autres territoires. La production mondiale de cocaïne atteint un record historique de 4000 tonnes en 2024, alimentant des flux financiers colossaux qui irriguent désormais l'ensemble du territoire européen avec une intensité jamais observée. Cette explosion de l'offre transforme radicalement l'économie criminelle européenne, en démocratisant l'accès à une drogue autrefois réservée aux classes aisées. La baisse des prix de vente au détail, conséquence directe de cette surproduction, élargit considérablement la clientèle potentielle et multiplie les opportunités de profit pour les organisations criminelles locales. Cette démocratisation de la cocaïne explique en partie l'intensification de la concurrence entre organisations rivales, qui se disputent des marchés désormais accessibles à une population beaucoup plus large. La France, positionnée géographiquement entre les ports d'Anvers et de Rotterdam au nord et les côtes méditerranéennes au sud, devient un maillon essentiel de cette économie parallèle. Évaluée à plusieurs centaines de milliards d'euros annuels, cette position stratégique transforme le territoire français en véritable autoroute de la drogue, entre les zones de production sud-américaine et les marchés de consommation européens. Des connexions historiques avec l'Afrique du Nord créent des réseaux transnationaux solides, basés sur les liens familiaux et culturels, qui facilitent les opérations de blanchiment et d'approvisionnement. Mais surtout, la cité phocéenne développe une culture criminelle spécifique, mélange unique de traditions corses, de codes maghrébins et d'influences italiennes, créant un terreau particulièrement fertile pour l'émergence de nouvelles formes d'organisation criminelle hybrides. Cette synthèse culturelle originale explique en partie la violence exceptionnelle observée en 2023, où les règlements de compte traditionnels, généralement discrets et ciblés, cèdent la place à des exécutions publiques, destinées à marquer les esprits et dissuader toute forme de résistance. Cette évolution vers la terreur spectaculaire s'inspire des méthodes des cartels sud-américains, tout en conservant certains codes d'honneur méditerranéens, créant un cocktail explosif d'une efficacité redoutable. Les jeunes criminels marseillais développent progressivement une identité culturelle propre, mélange de références musicales rap, de codes vestimentaires urbains et de rituels d'appartenance qui renforcent la cohésion interne des organisations. L'année 2023 restera gravée dans la mémoire collective marseillaise comme l'apogée de la barbarie criminelle urbaine. 49 homicides liés au trafic de stupéfiants sont officiellement recensés par le parquet de Marseille. Un chiffre qui ne reflète qu'imparfaitement l'ampleur réelle de la violence quotidienne subie par les habitants des quartiers concernés.
Derrière ces statistiques administratives se cachent des drames humains d'une cruauté inouïe qui dépasse l'entendement. Des adolescents de 14 ans transformés en tueurs professionnels perdent toute humanité dans l'exécution de contrats qui leur rapportent quelques milliers d'euros. Des familles entières, prises en otage par la peur, n'osent plus sortir de chez elles après 17 heures. Félix Bingui perfectionne durant cette période sanglante un système de terreur d'une efficacité redoutable qui s'inspire des techniques de guerre psychologique développées par les organisations criminelles internationales. Chaque meurtre fait l'objet d'une orchestration soigneuse pour maximiser son impact psychologique sur les organisations rivales et les populations civiles. Les victimes sont choisies non seulement pour leur implication directe dans le trafic rival, mais également pour leur valeur symbolique et leur capacité à déstabiliser l'ennemi. L'exécution d'un chef de plateau adverse provoque mécaniquement la désorganisation temporaire de tout un réseau de vente, créant des opportunités d'expansion territoriale immédiatement exploitées par les équipes Yoda, qui disposent de protocoles préétablis pour ce type de situation. Cette stratégie militaire, appliquée au crime organisé, transforme définitivement les cités marseillaises en champs de bataille urbains, où chaque immeuble, chaque cage d'escalier, chaque parking souterrain peut devenir le théâtre d'un affrontement mortel. L'organisation Yoda développe tout un arsenal tactique inspiré des techniques de guérilla urbaine. Avec des planques d'armes dissimulées dans les caves, des itinéraires de fuite préétablis pour chaque secteur et des systèmes de communication cryptés permettant de coordonner les opérations en temps réel. Les membres reçoivent un véritable entraînement paramilitaire, apprenant à manier les armes automatiques, à se déplacer en formation tactique et à gérer le stress des confrontations armées. La DZ Mafia riposte en surenchérissant dans l'horreur, avec des méthodes d'exécution qui recherchent délibérément le spectaculaire et l'impact médiatique. Leurs techniques deviennent de véritables mises en scène macabres, avec des corps démembrés exposés publiquement dans des lieux de forte fréquentation, des véhicules piégés explosant en plein jour sans considération pour les civils présents. L'application massive de mineurs constitue l'aspect le plus troublant et le plus préoccupant de cette guerre générationnelle. En 2024, 512 mineurs sont poursuivis à Marseille pour des infractions liées aux stupéfiants, dont certains pour homicide volontaire. Mais comment expliquer qu'une société démocratique laisse ses enfants devenir les soldats d'armées criminelles? Cette statistique révèle une stratégie délibérée d'instrumentalisation de l'enfance par les organisations criminelles qui exploitent cyniquement les failles du système judiciaire français. Les peines encourues par les mineurs étant considérablement réduites par rapport à celles des adultes, leur utilisation comme exécutant présente un avantage tactique évident qui transforme l'indulgence de la justice des mineurs en opportunité criminelle. Au-delà de ce calcul cynique immédiat, le recrutement massif d'adolescents traduit également une transformation sociologique profonde des quartiers populaires marseillais, où l'économie criminelle propose désormais les seules perspectives d'ascension sociale immédiate et tangible pour des jeunes déscolarisés et sans qualification professionnelle. Ahmed, 15 ans, ancien guetteur du clan Yoda, livre un témoignage bouleversant sur les mécanismes d'enrôlement qui ont piégé sa jeunesse. Au début, il me donnait 50 € juste pour rester assis dans la cage d'escalier et prévenir si je voyais des voitures de police. Petit à petit, ils m'ont demandé de transporter des sachets, puis de tenir un point de vente. Quand j'ai voulu arrêter, ils m'ont dit que je savais trop de choses et que je pouvais plus partir, raconte-t-il depuis le centre éducatif fermé où il purge actuellement sa peine. Son témoignage met en lumière les mécanismes psychologiques traditionnels ont largement échoué à leur proposer des alternatives crédibles. La cité de la Paternelle incarne parfaitement cette transformation criminelle qui bouleverse l'urbanisme social marseillais. Avant l'arrivée de Félix Bingui et de son organisation, ce quartier du 14e arrondissement présente le profil classique d'une cité populaire française typique des années 90. Taux de chômage élevé mais supportable, familles monoparentales nombreuses mais intégrées, services publics défaillants mais présents, et surtout, une relative tranquillité résidentielle qui permettait une vie sociale normale. L'implantation progressive du clan Yoda transforme radicalement cette réalité sociale en moins de 2 ans, métamorphosant la Paternelle en zone de non-droit, où la loi du plus fort remplace totalement l'autorité publique et les règles de vie collective traditionnelles. Bingui met en place un système de contrôle territorial d'une sophistication remarquable qui s'inspire des techniques de management modernes
appliquée à la criminalité urbaine. Tous les accès à la cité sont surveillés 24 heures sur 24 par des équipes de guetteurs qui se relaient selon des plannings établis avec une précision digne d'une entreprise légale. Chaque équipe comprend un responsable expérimenté et 2 ou 3 novices en formation, créant tout un système de transmission des compétences criminelles. Les guetteurs disposent d'équipements de communication sophistiqués, de jumelles pour améliorer leur surveillance et même de systèmes de vision nocturne pour les équipes de nuit. Chaque visiteur doit s'acquitter d'un droit de passage officieux dont le montant varie selon l'heure et le motif de la visite, transformant progressivement la paternelle en véritable péage urbain qui génère des revenus complémentaires, substantiels. Les appartements inoccupés ou dont les locataires ont été intimidés sont systématiquement réquisitionnés pour répondre aux besoins opérationnels de l'organisation. Certains servent de dépôt pour stocker la marchandise selon des techniques de camouflage élaborées. D'autres abritent des caches d'armes réparties stratégiquement pour permettre un réarmement rapide en cas d'attaque. D'autres encore logent temporairement les touristes. Cette mutation économique profonde revêt une dimension parfaitement stratégique, car elle permet à l'organisation Yoda d'exercer un contrôle total. Non contente de contrôler le trafic de stupéfiants proprement dit, elle restructure entièrement l'écosystème économique local selon ses besoins opérationnels et ses impératifs de blanchiment. Les habitants légitimes deviennent progressivement complices, malgré eux, de cette transformation. Contraints au silence par la peur des représailles, mais également progressivement séduits par les opportunités d'emploi, même illégales, dans un contexte de précarité économique généralisée et d'absence d'alternatives légales crédibles. L'organisation développe tout un système d'aide sociale parallèle qui crée des liens de dépendance avec la population locale. Aide aux courses pour les personnes âgées, soutien scolaire pour les enfants, prêt d'argent sans intérêt pour les familles en difficulté. Cette stratégie d'enracinement social, inspirée des méthodes des organisations mafieuses italiennes, garantit une omerta de fait qui protège les activités criminelles de toute dénonciation. Mars 2024 marque un tournant décisif dans cette guerre souterraine, avec un événement qui va complètement redistribuer les cartes du crime organisé marseillais. L'arrestation de Félix Bingui à Casablanca décapite brutalement l'organisation Yoda, au moment même où elle semblait invincible et parfaitement structurée pour durer. Cette opération spectaculaire, fruit d'une coopération policière franco-marocaine de plusieurs mois, coordonnée par Interpol, démontre de manière éclatante la dimension désormais internationale de la lutte contre le crime organisé moderne. Les enquêteurs français et marocains ont dû déployer des moyens techniques considérables pour localiser et interpeller le Chat, qui avait développé un système de protection personnelle particulièrement sophistiqué. L'enquête révèle que Bingui dirigeait ses équipes marseillaises depuis une villa luxueuse de la banlieue casablancaise, utilisant des téléphones satellites et des serveurs cryptés pour maintenir le contact quotidien avec ses subordonnés. L'extradition de Le Chat vers la France, effective début 2025, après des mois de procédures juridiques complexes, provoque un effet domino immédiat sur l'ensemble de l'écosystème criminel marseillais. Privés de leur leader charismatique et de sa capacité stratégique exceptionnelle, les équipes Yoda se fragmentent rapidement en factions rivales, qui s'affrontent violemment pour la succession et le contrôle des territoires les plus lucratifs. Cette guerre intestine fratricide affaiblit considérablement l'organisation dans son ensemble, créant des opportunités inespérées pour la DZ Mafia et d'autres groupes émergents qui surveillaient cette situation depuis des mois. Plusieurs lieutenants de Bingui tentent de prendre sa succession, mais aucun ne dispose de son charisme ni de sa vision stratégique globale. Parallèlement à cette décapitation criminelle, les forces de police lancent l'opération PlaceNet XXL, mobilisant plus de 1000 agents spécialisés dans une série de descentes simultanées parfaitement coordonnées, qui aboutit à 119 interpellations et la saisie de 23 kg de cannabis, de plusieurs kilogrammes de cocaïne et d'un arsenal d'armes automatiques. Ces opérations spectaculaires, largement médiatisées par les autorités pour maximiser leur impact psychologique, envoient un message clair et sans ambiguïté aux organisations criminelles. L'État français reprend l'initiative et ne tolérera plus l'existence de zones de non-droit sur son territoire. La coordination entre police nationale, gendarmerie, douane et services de renseignement atteint un niveau d'efficacité jamais observé auparavant. Les résultats statistiques de cette offensive policière et judiciaire d'envergure se révèlent particulièrement impressionnants et témoignent de la mobilisation exceptionnelle des moyens répressifs. En 2024,
Plus de 2000 personnes sont mises en examen à Marseille pour des infractions liées aux stupéfiants, dont 833 placées en détention provisoire. Cette montée en puissance institutionnelle témoigne d'une prise de conscience politique majeure. Le phénomène marseillais ne constitue plus un problème local, mais un enjeu de souveraineté nationale qui nécessite une réponse à la hauteur des défis posés. Cependant, cette répression massive révèle également les capacités d'adaptation tout à fait remarquables des réseaux criminels modernes face à la pression policière croissante. La fermeture des points de vente traditionnels, ces fours, installés dans les halls d'immeubles et facilement identifiables, accélère considérablement la mutation vers un modèle économique de livraison à domicile, surnommé ironiquement Uber Shit par les enquêteurs spécialisés. Des adolescents équipés de scooters volés et de téléphones cryptés changés quotidiennement sillonnent désormais l'ensemble de l'agglomération marseillaise, livrant la drogue directement chez les consommateurs, selon des modalités opérationnelles directement inspirées des plateformes de restauration rapide légales comme Uber Eats ou Deliveroo. Cette évolution stratégique majeure rend la répression beaucoup plus complexe et coûteuse à mettre en œuvre, car elle pose aux forces de l'ordre des défis techniques considérables. Comment surveiller efficacement des centaines de livreurs anonymes dispersés sur un territoire de plusieurs centaines de kilomètres carrés, changeant quotidiennement d'identité, de véhicule et d'itinéraire? Cette dispersion géographique dilue l'activité criminelle dans l'ensemble de l'espace urbain, rendant la surveillance traditionnelle largement inopérante et nécessitant le développement de nouvelles techniques d'investigation adaptées à cette criminalité mobile et décentralisée. L'analyse détaillée des méthodes opérationnelles déployées durant cette année cruciale révèle une sophistication tout à fait remarquable des stratégies policières développées pour s'adapter à cette nouvelle donne criminelle. Les enquêteurs spécialisés développent des techniques de surveillance numérique inédites. Parallèlement à cette modernisation technologique, les autorités déploient une stratégie de reconquête territoriale physique d'une ampleur inédite depuis les programmes de rénovation urbaine des années 90. La cité de la Paternelle fait l'objet d'un programme de réhabilitation urbaine accéléré, spécialement conçu pour empêcher la reconstitution de points de vente structurés et pour transformer l'environnement urbain de manière à le rendre moins favorable aux activités criminelles. Cette approche urbanistique de la lutte contre le crime s'inspire des théories de prévention situationnelle développées dans les pays anglo-saxons. La destruction d'immeubles vétustes et difficiles à surveiller, le réaménagement complet des espaces publics pour améliorer la visibilité, l'installation de systèmes de vidéosurveillance permanente couplés à des dispositifs d'intelligence artificielle pour détecter les comportements suspects. Cette approche globale vise à transformer physiquement l'environnement urbain pour le rendre structurellement moins propice aux activités criminelles organisées. Les architectes urbanistes travaillent en collaboration directe avec les services de police pour concevoir des espaces publics défendables naturellement. Les résultats de cette stratégie innovante se révèlent prometteurs. Après des mois de présence policière renforcée et de travaux de rénovation lourds, la Paternelle perd progressivement son statut de bastion inexpugnable du clan Yoda et redevient un quartier résidentiel où la vie normale redevient possible. Les enquêtes judiciaires révèlent l'existence de véritables services comptables au sein des principales organisations, avec des systèmes de facturation sophistiqués, de gestion informatisée des stocks et de redistribution automatique des bénéfices calqués sur les logiciels de gestion utilisés par les entreprises légales. La cité de la Castellane fonctionne désormais comme un véritable centre d'affaires criminel, avec ses circuits de décision hiérarchisés, ses mécanismes de contrôle qualité de la marchandise et ses stratégies d'expansion commerciale planifiées sur le long terme. Cette rationalisation économique poussée explique en grande partie la violence extrême observée durant les années précédentes. Dans un marché générant plusieurs centaines de millions d'euros annuels, avec des marges bénéficiaires considérables, la guerre n'est plus seulement territoriale, mais devient stratégiquement économique. Chaque point de vente perdu représentant des millions d'euros de chiffre d'affaires qui basculent vers la concurrence. Cette financiarisation de la criminalité transforme les règlements de compte en opérations militaires destinées à préserver ou conquérir des parts de marché, expliquant l'escalade dans l'armement et la brutalité des méthodes employées. L'implication croissante du milieu carcéral dans cette guerre révèle une stratégie d'intimidation globale qui dépasse largement le cadre traditionnel de la criminalité organisée. En s'attaquant au système pénitentiaire lui-même, symbole de l'autorité répressive de l'État, les organisations criminelles cherchent à créer un climat d'impunité générale qui remettrait en cause les fondements mêmes de l'ordre public. Le message envoyé par ces violences carcérales reste parfaitement clair et assumé.
Même incarcérés et théoriquement neutralisés, leurs leaders conservent la capacité opérationnelle de nuire et de se venger, transformant la prison de sanctions dissuasives en simple étape temporaire d'un parcours criminel qui se poursuit derrière les barreaux. Cette extension géographique du conflit aux établissements pénitentiaires de toute la France du Sud traduit parfaitement la mutation du crime organisé français, qui ne se limite plus aux quartiers populaires d'origine, mais conteste directement et ouvertement l'autorité de l'État sur son propre territoire souverain, y compris dans ses institutions les plus symboliques. L'analyse détaillée des modes opératoires de ces attaques carcérales dévoile un niveau de planification et de coordination particulièrement inquiétant, qui témoigne de capacités logistiques considérables. Les agressions ne visent pas seulement les surveillants en contact direct avec les détenus liés à la DZ Mafia, mais également les cadres administratifs et les infrastructures techniques des établissements concernés, selon une stratégie globale visant à paralyser l'ensemble du système pénitentiaire régional. Cette systématisation des attaques suggère l'existence d'un plan d'ensemble soigneusement élaboré et destiné à créer un climat de terreur généralisé au sein de l'administration pénitentiaire française. L'objectif stratégique semble parfaitement clair et assumé. Obtenir des conditions de détention privilégiées pour les leaders emprisonnés en échange de l'arrêt des violences contre le personnel, créant une véritable situation de chantage institutionnel qui remet en cause l'égalité de traitement des détenus et l'autorité de l'administration pénitentiaire. Cette stratégie d'intimidation s'accompagne d'une sophistication technique remarquable, révélée par les enquêtes en cours. Cette internationalisation de la criminalité carcérale pose des défis sécuritaires inédits qui nécessiteront vraisemblablement une refonte complète des méthodes de surveillance pénitentiaire. Plus largement, cette extension carcérale du conflit marseillais révèle l'émergence inquiétante d'une nouvelle forme de criminalité contre-culturelle qui ne se contente plus de prospérer discrètement dans les interstices du système légal, mais conteste frontalement et publiquement l'autorité de l'État républicain. En s'attaquant aux prisons, symbole ultime de la souveraineté pénale et de la capacité de l'État à faire respecter ses lois, les organisations criminelles franchissent un seuil qualitatif majeur dans leur opposition au pouvoir public démocratiquement constitué. Cette évolution annonce vraisemblablement des confrontations encore plus violentes et plus déstabilisatrices dans les années à venir,